Salut à tous. Bon, le suivi de l'affaire de l'homicide de Lyon, enfin l'homicide qui reste encore à démontrer, hein, excusez-moi, mais c'est tellement important que donc c'est justement ce dont on va parler. Donc entraîne un tel dérapage médiatique et institutionnel que du coup on va en parler. On va en parler non pas parce que c'est le confort moderne, mais parce que là c'est la nécessité de devoir constitutionnel de chacun devant l'histoire, hein, devant l'histoire. Pourquoi? Déjà, ça va être un petit peu long, donc je vais continuer de segmenter cet exposé en une suite de petites vidéos. Donc je vais le faire par chapitre de l'axe thématique dans le déroulé analytique et argumentaire. Désolé pour le petit point rouge, hein, j'ai une petite éruption cutanée, donc désolé pour ceux dont ça décrédibilisera le propos à cause de l'image. Revenons à nos moutons. Donc déjà, il y a un problème avec l'institution, avec le permissisme de Darmanin de venir s'exprimer en public de façon partisane et politique alors qu'il est ministre de la Justice, ce avant les conclusions de l'enquête. Donc ça, c'est totalement inexcusable, mais on y viendra, je pense, dans la troisième partie. Parce que d'abord, on va refaire la contextualisation géopolitique internationale, ensuite, du coup, analytique, psycholinguistique, locale, plus médiatique, et on va continuer du coup d'analyser derrière dans les stratégies de manipulation justement de ces différentes dimensions du champ social pour en démontrer les mécaniques plus souterraines. Donc d'abord le contexte international. Bon, l'affaire Epstein démontre la survention de ce qui est la véritable révolution comportementale de l'époque, qui est, par le sursaut technologique de cette cybernétisation-là pour l'instant, la vitesse de connexion des personnes entre elles, du coup usant de leur plein droit citoyen, à pouvoir échapper aujourd'hui beaucoup plus rapidement aux propagandes et aux campagnes manipulatoires développées par les propagandes. Donc ça, à mon avis, participe complètement du fait de cette affaire qui pue, mais qui surpue la mise en scène par les services, et ce pour différentes raisons. Déjà, le contexte international, c'est celui de l'effondrement dans l'extrême droite de la politique israélienne, puisque déjà, c'est un État qui n'a pas de déclaration territoriale, donc qui a une confusion entre son immigration coloniale et le propos de la prétention d'une vision civilisationnalo-culturelle déterminée. Et donc en soi déjà, au-delà même d'une hallucination identitaire coloniale, on peut se poser la question d'un impérium de fond carrément, dont l'objet principal serait absolument la conquête des sites archéologiques les plus massivement planétairement censés constituer les ensembles de convictions d'inféodation regroupant le site de Gizeh et l'articulation de celui-ci avec l'origine la plus consensuelle, même si en réalité elle est africaine, du berceau de l'humanité que l'ancien empire sumérien et toute la zone mésopotamienne. Puisque c'est l'articulation qu'Israël, en tout cas le netanyahouisme, prétend faire avec le projet du Grand Israël, dont le narratif de triomphe permanent pseudo-divin de la genèse et la psychogenèse de l'État d'Israël semble être la véritable précondition requise. Donc c'est important de souligner ça parce que c'est le seul État au monde instrumentalisant le droit de veto des États-Unis par les PAC à ne pas avoir déclaré ses frontières et avoir mis un temps fou à développer une assemblée constituante. Donc pourquoi c'est important de rappeler tout ça? Parce que c'est pour démontrer à quel point c'est l'antithèse même de la structure historico-philosophique du droit français. Et pourquoi c'est particulièrement important? Parce que le droit français, c'est celui qui a fait le droit international en grande partie.
Pour la simple et bonne raison que, d'abord dans la survention dans l'histoire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, puis de sa reproclamation réactualisée, internationalisée, avec la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens réactualisée de 58, parallèlement à la Constitution américaine et à la Charte de l'ONU. Donc si vous voulez, cette internationalisation-là, du fait que déjà dans l'histoire française était préambulée comme structure du droit constitutionnel, je parle pas des problématiques actuelles sur le présidentialisme, etc. Je parle du noyau véritablement émancipateur de l'arbitraire et de la tyrannie, qui est le préambule de la Constitution, dans sa première mouture de 1792, puis sa réactualisation en 1958. Avec du coup son échelonnage, donc originellement mené par Léon Bourgeois jusqu'à la charte de l'ONU, puis du coup les différentes cours, la Cour internationale de justice, etc. C'est ce qui a structuré pendant longtemps le droit international. Et donc c'est ce qui a servi de référentiel commun à l'international des efforts, des luttes sociales, d'émancipation des despotes, des tyrannies. Donc, c'est pas simplement aussi l'histoire française, c'est le processus historique d'élévation internationale au-dessus des conditions de despotes régionaux et ou locaux. Donc, c'est la distinction entre l'humanisme international et l'ultranationalisme néofasciste, qui, sous prétexte de frontières, fait territorialiser des esclaves. Donc, c'est un peu le référentiel de fond qui est à l'œuvre ici, puisque on va voir que la démagogie, c'est ce qui impose le populisme à l'intelligence collective. Et en détruisant l'intelligence collective, on détruit le sens des mots, on détruit du coup le consensus des percepts, donc on détruit les esprits de corps sociaux, et donc on fragmente les populations pour mieux les asservir. C'est ce qu'il essaye de se passer. Le deuxième problème de l'État d'Israël, c'est son théocratisme profond, son théocratisme matriciel profond, qui, pour les véritables connaisseurs de l'histoire, sait que de toute façon sa genèse est fasciste. Je veux dire, l'origine de la création de l'État d'Israël se fait dans le sang, se fait dans la perpétration d'aliénation de villages arabes bien avant le début du contrat de transfert pactisé avec les nazis, et dont, même si on a connu, malgré ces violences, une tentative d'amélioration de son sort, a été complètement débordé par la poussée ultra-identitaristo théocratique, ensectarisée, la plus intense, la plus mue par cette suraccélération, cette fuite en avant du messianisme, par la frange netanyahouiste. Et la frange netanyahouiste à l'intropisme familial héréditaire, puisque le père de Netanyahou, en réalité de son vrai nom Milekovski, était le secrétaire de Vladimir Jabotinsky, qui est une faction sioniste fasciste, qui est un fasciste sioniste. Et donc, il est pas, il est loin d'être incompréhensible le fait que ce soit cette longue filiation historique souterraine secrète qui se soit imposée et dans les méthodes les plus pourries de manipulation de la perception de l'opinion et de la perception publique, comme l'assassinat d'Yitzhak Rabin par un fanatique d'extrême droite ultra-religieux, ou prétendument ultra-religieux, en tout cas surtout ultra-fanatique, parce que ultra-fanatisé, et que tout ceci s'est déroulé dans l'extension du ravage régional permanent des épicycles des deux guerres du Golfe, qui elles-mêmes découlent d'ensectarisation des détenants du pouvoir, le rôle de la Skull and Bones autour de la famille Bush, famille qui a produit 2 présidents des États-Unis qui ont mené les 2 épicycles des guerres du Golfe, donc toute la dévastation régionale révélée à l'époque par Wesley Clark, et qui, au hasard, sont toute la circonférence autour de la zone régionale du projet siono-suprémacisto-fasciste, du débordement de la politique d'Israël par le netanyahouisme. Donc on voit bien que tout ça se tient. Et actuellement, c'est ce que l'affaire Epstein révèle. L'avilissement corruptionnel supranationalo-systémique qui dénature les exercices des mandatures des exerçants du pouvoir sur les peuples. Et donc c'est tout ceci qui est brassé actuellement par la facilité d'interconnexion des citoyens
à pouvoir s'organiser, jouir pleinement de leurs droits tels que prévus statutairement, hein, contre les systèmes d'inféodation par la manipulation, par la saturation de leur cognition. Donc, c'est dans ce cadre-là, déjà, que tout ceci advient. Et c'est ce dont est profondément terrorisé l'extrême droite, qui ne supporte pas le rappel au statut de Nicolas Sarkozy, puis de Marine Le Pen, et qui, du coup, cherche le moment crucial de l'élection pour opérer son fantasme de décuplement de puissance, d'imposition de sa lecture du réel. C'est ça qui est à l'œuvre derrière cette affaire. Ensuite, il y a le fait que tout ceci est embrassé quasiment instantanément par le fossoyage au passage de leurs propres autonomies à opérer strictement la haute excellence de culture du droit. C'est-à-dire que le sidérant, le terroriste, le béton psychotique est un ressort de biohack des exerçants de la fonction normalement journalistique qui les fait s'effondrer eux-mêmes sur leur propre qualité de traitement autonome. Et que donc, encore plus que la corruption, il y a celui de la percolation de l'attitude psychocomportementale. Et donc ça, c'est encore plus grave, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos. C'est que, à force de vouloir entraîner l'effet boule de neige, il est évident que la stratégie recherchée, c'est évidemment celle de la prophétie autoréalisatrice. Et que, en soi, le fait de tenter de néonormativiser ça dans un degré ultime, c'est la stratégie du néofascisme. Le néofascisme ne considère la cybernétique que comme l'accélérateur naturel de sa démagogie aliénatoire. Il s'agit d'arracher les adhésions par l'usure au forceps, et non pas à la conviction. Le Goebbelsisme, c'est, je le rappelle, ne pas convaincre les gens des idées, c'est faire en sorte qu'ils ne disposent plus que de celles que le Goebbelsisme veut. C'est ça qui se passe. C'est pour ça que la réponse, c'est d'être d'autant plus exigeant méthodologiquement. Et donc maintenant, on va s'attacher un petit peu plus sur le détail du verbatim qui normalement aurait dû faire réagir la médiacratie si elle était et compétente et volontaire.